On va vous montrer un schéma où il y a un peu toute la conception qu'on a fait, le travail qu'on a fait de design en amont, de conception de cet espace de culture que vous avez vu, des systèmes mixtes d'arbres fruitiers et légumes. Donc votre observation s'est concentrée de ces côtés-là, de la parcelle, côté sud. Donc vous avez dit il y a 1, 2, 3, 4 rangs d'arbres, effectivement. Si on rajoute des cerisiers, c'est un cinquième. Mais bon, l'idée était de se concentrer surtout dans ces parcelles-là, que c'est un peu la zone, à partir de là, c'est zone 2, zone 3. Cette côté-là, comme c'est tout près de l'espace de la zone 0, de la maison, on l'a géré autrement, de façon différente. C'est un système un peu bâtard entre les deux modèles de zonification. Bon. Très bien, donc tout le monde a reconnu les écartements qui allaient de 20 combien vous avez dit 22. En fait, sur vraiment mesure, c'est 25, 20 et 8. Donc, déjà, pourquoi? Normalement, les systèmes d'agroforesterie, quand on parle d'autre chose que ce n'est pas des légumes, quels sont les critères pour faire cet écartement? Les tracteurs, effectivement. L'outillage que vous avez besoin, combien ça fait votre la perche d'épandage, de je ne sais pas quoi, ou la moissonneuse, ou combien de places il faut pour tourner au bout des rangs et tout ça. C'est l'outil qui va vous permettre de gérer ça, qui détermine pas mal de l'écartement. Même s'il y a un écartement, on peut dire biologique ou écologique à tenir en compte, sera l'outillage, vraiment qui va prendre beaucoup de poids. Dans le système de légumes, si vous êtes mécanisé avec des tracteurs, sera un point carrément à avoir en tête. Mesurer la largeur de vos outils de travail pour ne pas vous trouver à devoir faire des mirands superposés là à la fin. Tu vois? Ou quel espace tu as besoin au bout des champs pour faire demi-tour. Avec les chevals, exactement pareil. Les systèmes de fret, les troisièmes systèmes qu'il a mis en place, vous vous souvenez, les rangs de 70 mètres, en fait, il les a conçus sous l'optique de pouvoir travailler de façon plus efficace avec les chevals. Ouais, parce que déjà, tu es sous le rang, super chiant, si à 30 mètres, tu dois faire déjà demi-tour. Donc, l'outil conditionne énormément la conception, le design. Nous, on savait qu'on ne voulait pas travailler avec des outils mécaniques, même si pour l'emplacement de ça, on a utilisé un outil. On vous expliquera un peu le détail. Mais pour la maintenance, dans la phase de maintenance, on savait qu'on n'allait pas mettre un outil mécanique. Donc, ni de traction animale. Ni traction animale. Donc du coup, ça conditionnait aussi notre choix. Les 25 mètres, pourquoi? Parce qu'on avait envie d'avoir 10 planches de 50 mètres carrés chacune. Pourquoi? Parce qu'à niveau de logistique, de fonctionnement des plans de rotation et tout ça, une chose qu'on verra cet après-midi, ça me convenait d'avoir cette structuration. D'accord? Donc le choix était ça, a été la largeur de la planche plus la largeur des couloirs. À la fin, j'ai vu que j'avais besoin de ça. C'est un écartement assez important pour un système de légumes. D'habitude, les systèmes sont plus serrés, sont plus dans cet ordre-là. Mais voilà pourquoi on a fait ce choix. Déjà vous dire que ça pour moi c'est la zone 2, vraiment c'est là, ce système de transition là qu'on parlait au niveau de fertilité, la première séance. Les systèmes étaient très pauvres au niveau de fertilité du sol. On partait d'une situation d'une prairie de fauche biologiquement et écologiquement très intéressant parce qu'il y avait des espèces particulières qu'on ne trouve pas ailleurs, des orchidées, des choses comme ça. Mais à niveau agronomique, les sols étaient vraiment de pas bonne qualité. Donc du coup, on s'est dit, bon, on va mettre le paquet de fertilité ici. Et les autres, on essayera de les gérer comme on peut. Mais vraiment, si on va augmenter la fertilité, on va avoir un sol top, on va les faire dans ces parcelles-là. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu ce choix de dire 25 mètres, même si on va les concentrer la fertilité là. L'autre choix qu'il y a eu de dire, bon, et on met les arbres à quel écartement et quel choix d'arbres on fait. Ça a été un peu plus compliqué, et là, il y a des erreurs qui ont été faites. Dans un premier objectif pour moi était de dire, je vais faire une grande variété,
pour avoir une autosuffisance intéressante, des fruits étalés plus ou moins pendant toute l'année. Et on va mettre le paquet dans les trucs qui poussent bien dans la région pour la commercialisation. Les trucs qui poussent bien dans la région, c'est pommes, poires, prunes. Au niveau climatique, à niveau de sol, c'est des trucs qu'il y a pour tout et ça pousse bien. Après, on est dans le sud, donc on peut se permettre des trucs un peu particuliers comme les pêches, les abricots, qui sont des fruits qui ont une bonne valeur ajoutée, mais avec un inconvénient grand. Conservation et stockage après récolte. Donc ça, pour moi, est une des erreurs que si je devrais refaire ça, je ne le ferais pas. J'ai mis pas mal de pêchés. Du coup, j'ai pêché. Bon. Donc, à jour d'aujourd'hui, on se trouve avec tout ça comme péché. Pourquoi aussi a été motivant de faire ça? C'est parce que un des objectifs aussi était tous ces arbres, on se les a fait sur place. On les a créés, on ne les a pas achetés. Sauf celle-là. Donc du coup, on parlera comment on peut se faire nos arbres. Quand on parle de semis, les pêches, c'est super... Quand on parle de graines. Ouais, des graines, quand on parle de planter des graines d'arbres, les pêchers, c'est le top. C'est super facile à faire germer et en 2 ans, tu as un arbre en production. Donc du coup, à ces côtés, facile. Mais du coup, il faut faire attention parce que, voilà, même si c'est facile, donc à jour d'aujourd'hui, on se trouve avec pas mal de pêchers qui sont très bien, qui une bonne partie directement des noyaux ont sorti bien. Ça, on parlait en détail cet après-midi. Parce que ce n'est pas le cas dans tous les fruitiers de pouvoir planter un fruit et que les fruits gardent une similitude à l'arbre mère à niveau de caractère, que soit un bon fruit, soit juteux, etc., etc. Les pêches sont des arbres qui gardent un peu cette capacité. C'est pour ça qu'il y a toutes ces lignes de pêche de vigne qu'on appelle. C'est des arbres qui sont issus des noyaux. Et certains, on les a greffés. Certains qu'on a vu que le fruit n'était pas terrible. Donc on a utilisé l'arbre comme porte-greffe et on a greffé. Voilà pour l'histoire des pêches. Pommes, poires, super bien. On a mis certains, surtout cette ligne-là. Là, il y a tous des pommiers. Et poiriers, il y a quelques-unes dispatchées à droite et à gauche. Et la prune, de les 3, qui étaient les espèces qui poussaient bien, celle-là, je l'ai mis à l'écart. Entre autres choses, parce que c'est des fruits qu'on peut récupérer facilement. Donc pour l'autonomie alimentaire, dans la région, il y a des prunes partout. Et dans ces 3 qui poussent bien, avaient cet inconvénient de pêche, que ça ne se conserve pas bien. Que la récolte, après, la gestion du fruit après récolte est un peu chiant. Donc j'ai mis très peu de pruniers. Il y a quelques-unes par là, et il y a... Par là, il y a une. Donc voilà, prunier, il y a une. Il y a très peu, vraiment. Pour être vraiment une terre à prunes. Un autre truc que j'ai décidé, même si à niveau de commercialisation était compliqué le fruit, c'est les figuiers. On a mis quelques figuiers, mais ce sont des figuiers quand l'école est rigide. C'est cette variété qui sont faciles à commercialiser. Dans les figuiers, il y a des... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les collets, les trucs. Donc il y a que, quand vous les ramassez, ces machins restent ouvertes. Et celles-là s'abîment super rapide. Pour commercialiser ces variétés, c'est super compliqué. Par contre, il y a d'autres où les corps restent fermés. Et celles-là, vous pouvez les commercialiser. Donc pareil, j'ai mis quelques-unes, aussi pour la facilité. C'est super simple à repérer aux alentours, dans les fermes qu'il y a, les copains. Trouver un arbre qui te plaît, tu prends une branche, tu fais une bouture. 2 années après, tu as des figues. Donc on tombe dans les mêmes trucs de la facilité. Et l'autre que j'ai mis avec vocation commerciale, c'est le noisetier, qui encore n'est pas un régime de production, mais que j'espère qu'elle sera dans quelques années. Pour l'idée d'avoir un fruit sec. Pour la conservation, là, c'est top. Et aussi pour l'intérêt de l'autoconsommation.
Parce que la pâte de noisette de Jean Hervé est vraiment trop chère. Ouais, Oui, trop on allait se faire la nôtre. Donc voilà, niveau commercial, on a 1, 2, 3, 4 et 5. Tout le reste, c'est vraiment pour la variété, pour avoir pour nous. Et peut-être, ponctuellement, un jour, on filera quelques cagettes dans les marchés, ou on fera un peu de transfo et peut-être on va commercialiser. Mais en fait, ils ne sont pas mis avec ces vocations-là. Donc ça est un peu la logique des choix. Après, écartement et compagnie. Je me suis pris la tête pendant des mois, dans tous les bouquins d'arbres qui tombaient sur mes mains, pour essayer de me faire une logique de dire, bon, pourquoi la conduite, pourquoi on laisse ces écartements? Parce que c'est très facile de trouver, pour faire un berger de pommiers, quels sont les écartements. Pour faire un berger de poiriers, quels sont les écartements. Des cerisiers, quels sont les écartements. Mais quand tu commences à mélanger tout, il y a très peu d'infos. Parce que quelle est la distance recommandée entre ligne et un pommier, si là il y a un pommier, là il y a un pêcher, là il y a je sais pas quoi, et cet écartement avec l'autre. Donc grosso modo, je me suis pris comme logique de fonctionnement, quel est l'écartement plus généreux. Là par exemple, j'ai une ligne de pêcher, pommier et pommier. Donc les patrons d'écartement ont été définis pour les pommiers, parce qu'ils sont des francs. Donc du coup, je me suis basé sur les francs, que c'est les plus exigeants à niveau d'écartement. Et au milieu de l'écartement del franc, j'ai mis le pêcher. En sachant que la vie moyenne de cet arbre est beaucoup plus petite que celle-là. Donc quand cet arbre vraiment aura besoin de prendre toute la place de cet écartement, celle-là sera à la fin de sa production et je vais l'enlever. Voilà. Il y a eu cette logique. Dans cette partie-là, la logique a été différente. Les écartements sont très courts entre les arbres, mais c'est parce que c'est des nanifiants semi-nanifiants. Tout ça, c'est ligne d'arbres. Pourquoi ici les nanifiants semi-nanifiants? Parce que ce sont des arbres très dépendants, comme on a dit, et du coup sont collés à une zone, qui est la zone 1. C'est une zone où on est censé passer beaucoup plus, dans les systèmes de culture, nous faut être régulièrement, et on pourra prendre plus de soins que s'ils seront là. C'est plus facile d'arroser ponctuellement si besoin. Exactement. Donc là, vous voyez un autre critère déjà, la zonification comme outil d'organisation des éléments. Mais maintenant, les éléments sont des arbres. Parce que même si ça, c'est un pommier, et ça aussi, on n'a rien à voir. Celle-là, c'est un M9, un nanifiant, et en production déjà, après une année après greffe. Et celle-là, c'est un franc sur place, greffé, et va mettre encore 2 années à produire. Et ça me fera un arbre, si tout va bien, de 12-15 mètres, et celle-là de 2 mètres. Vous voyez, c'est des pommiers, mais elles n'ont rien à voir. Absolument rien à voir. Donc ça, c'est l'autre critère. Et quoi d'autre comme critère? On s'est creusé la tête. Ah voilà, la fertilité de l'éther. Donc là, nos systèmes les plus, naturellement un peu, les plus fertiles. Même si la parcelle n'est pas top en global, il y a des pires et des mauvais. Donc ça c'est mauvais et ça c'est le pire. Les sommets de la crête, c'est les pires terres. Et là, en principe, on est dans la parcelle un peu plus fertile. Déjà au niveau de végétation spontanée, quand il y avait la prairie, on les voyait. Donc là, dans les sommets, vraiment dans les sommets, on n'a rien à faire. On a placé des infrastructures qui allaient bloquer le sol, l'usage du sol. Comme la mare, comme une yourte qu'il y a par là, comme un espace de camping qu'il y a là, comme tous les passages des voitures et compagnie. Et à partir de là, donc, on a commencé. Là, il y a une distribution en 2 petites vergers. Donc là, les distributions sont assez serrées. J'ai pris, là c'est pêche. J'ai pris des écartements de production. Et à partir de là, j'ai diversifié. Pourquoi les pêches là et pas là? Donc, parce qu'ici, il y a l'accès. Et avoir un accès juste à côté, ça fait que cette partie, inévitablement, sera plus accessible. Sera plus facile à se promener, à la tenir sous contrôle, à me promener pour aller viner les oignons. Et dire, ah tiens, les pêches sont dans quel point de maturité? Et toucher le pêche parce que je l'ai là. Si je l'ai là, vraiment ces arbres, je les vois très très peu. Et c'est une différence d'une vingtaine de mètres. Hein.
mais c'est en pente en plus. Donc vraiment, mesurez très bien la distance à laquelle vous mettez des structures de passage, les choses qui ont besoin de plus d'entretien. Même si on dit que c'est la zone 2, dans la zone 2, il y a aussi une pseudo-zonification. Et celle-là, pareil, là j'ai l'accès à la serre, qui est un truc que je fais régulièrement. Donc celle-là, je les maîtrise aussi pas mal. Ok, donc ça pour la distribution de ça. Et finalement, la zone 3, où on a mis les moins exigeants de tout, les francs. Et vous direz, et là vous voyez la connerie, bon, pseudo-connerie. Mais alors, pourquoi il y a cette pêche-là? Parce que là, on est super loin. Je me suis fait, voilà, parce qu'ici, il y a le chemin. Je me suis dit, bon, de toute façon, là, c'est mon espace de passage, même si je poisse. Parce que vraiment, là, je bouge beaucoup dans ces morceaux de la parcelle. Là, un peu moins. Bon, là, si. Là, un peu. Là, presque pas du tout. Et là, un peu plus. Donc, voilà, la distribution était pour ça. Les pêches, là, c'est un peu pris. Mais pareil, on les avait mis en stratification. Ils étaient super jolis. Ils étaient au printemps comme ça. Allez, on va les mettre. Donc, même s'il y a une planification, ce truc a été vraiment assez spontané. Mis sur place, là, j'avais placé déjà tous les autres. Il me restait celle-là et j'ai pas eu le corps de dire, bon, jette au compost. Et après, dans la pratique, même si c'est au bord d'un chemin, en fait, un chemin en lui-même, ça veut rien dire si on l'emprunte pas. Parce qu'au final, c'est pas un accès vers un endroit où on va va pas par là. Là, c'est le chemin qui en fait nous permet de faire les tours. Parfois, quand on bouge des foins ou des fumiers, voilà, on bouge. En tout cas, je me suis dit, déjà qu'on a mis ça, mais ça arrive avec les années, hein, ça je l'ai planté, ça fait 2 ans. Et cette parcelle-là, vous vous souvenez, on les a mis en route l'année dernière. C'est les dernières parcelles qu'on a ouvertes. Et l'effet de faire une interculture, là, ça me permet de garder un œil aussi sur ces arbres-là. Parce que de toute façon, je suis obligé à passer dans cet espace-là. Parce que même si je mets des patates et tout ça, il y a minimum 4 visites à l'année que je dois faire. Donc voilà, ça fait qu'on y passe. Même si on passe moins logiquement qu'ici. Donc voilà, vous voyez la logique des critères. Déjà, qu'est-ce qui pousse bien dans la région? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme fruit pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de commercialiser? Pourquoi? Sur quels critères je vais pouvoir les commercialiser? Est-ce que je veux le faire comme fruits frais, comme transfo? Quels vont être mes débouchés? Est-ce que je suis sûr de pouvoir vendre ça à la région? Ça, c'est une chose aussi à avoir en tête. Quels sont les prix? L'autre jour, on a halluciné un peu les prix des biocopes, des fruits. Mais nous, on n'est pas près d'un biocope. Nos systèmes de commercialisation ne passent pas pour la biocope, donc les gens ne vont pas payer le prix du biocope. Donc voilà. On rigolait parce qu'on a vendu des pêches à 2 € le kilo et j'ai une cliente qui m'a dit qu'elle trouvait que c'était vraiment cher et qu'elle trouvait que 1 €, pas plus, quoi. Et on a vu exactement les mêmes à la Biocop à 6 €. À 6 € le kilo. Mais des pêches qui venaient de chez Fred, d'ailleurs. On fait pas vente à la population Biocop, donc du coup, il faut l'avoir en tête aussi. Ça. Dans nos systèmes, il y a d'autres arbres que vous avez vus. Les chênes. Il y a tout un bande là de chênes. Et par là aussi, il y a un bande là. Ils sont plantés? Non. Donc ça, c'est des repousses spontanées des chênes qui traînaient dans cette prairie de fauche depuis des années. Et que chaque année, on était fauchés. Jusqu'au moment où nous on achetait, on arrêtait de faucher. Et du coup, le système racinaire était déjà implanté, super bien implanté. Et les arbres dont on poussait, ça c'est des chênes de 4 ans. Ça a explosé. La première fois, on les a laissés. En fait, ils étaient des têtards à ras du sol. Normalement, ça explose. Donc l'idée de ces arbres, c'est quoi? Donc comme vous voyez, niveau d'ombre, est-ce qu'ils vont nous gêner les espaces de culture? Tout le monde les voit bien? Ils ne vont pas gêner parce que le sud est là. Donc du coup, tout l'ombre porteur est de ces côtés-là. Par contre, le petit bout de haie qui est au milieu, là, moi je... Celle-là? Non. Celle-là. Ouais. Il va réussir à vivre? Non, déjà, vous les voyez, ces arbres-là, il y a 2 figuiers et un poirier. Et des petits fruits qui sont là, qui a été un test, en fait. Là, c'est trop, il y a trop de concurrence, là, dans cette zone-là. Les chênes,
pour celles-là, n'ont rien à faire au niveau de concurrence avec le système de chaînes. Donc si je veux que celles-là font quelque chose, je vais être obligé à l'élever de la concurrence. Surtout de ce côté-là, parce qu'ici, il y a l'ombre porteur. Du coup, oui, là, il y a de la concurrence pour la lumière, et surtout pour l'eau aussi. L'idée à long terme, moyen-long terme, de tous ces arbres, c'est éclaircir, laisser un bon écartement entre les arbres, et faire des têtards. On en parlera tout ça demain, cet après-midi. Comment on fait un têtard, pourquoi, quelles sont les fonctions. Nous, on les veut surtout pour sortir des perches de bois et créer un peu de biomasse qu'on va étaler au pied des arbres. C'est-à-dire, le fait qu'il n'y ait pas d'ombre, c'est pas tellement par rapport au sud, etc. Surtout le fait qu'ici, il faut se rappeler qu'on a une haie super haute, hein, les arbres qui sont juste à côté de nous. Donc, de toute manière, comme ça, c'est comme un étage de végétation beaucoup plus bas, ça ne fera jamais plus d'ombre que ce qui est déjà porté par la haie. Et Margarine m'a interdit de couper ces chaînes. Et voilà, et se rappeler aussi, on n'en a pas parlé, mais que si on prend en compte l'arbre dans le système, donc il y a quand même voilà, toute une haie ici, il y a la forêt ici, il y a de nouveau toute une haie là-haut. Donc voilà, au niveau de la biodiversité, on avait déjà beaucoup d'arbres dans notre système. Donc ça peut vous arriver, en fait, que plus que planter des arbres, vous devez faire la gestion sur les arbres qui sont existants. Du coup, éclaircir, élaguer, couper carrément. Ça peut vous arriver. Ça dépend où vous tombez. Et ça paraît pas très clairement sur le schéma, mais peut-être ça vaudrait la peine de redire un peu les zones qui sont cultivées. Parce que donc il y a les 10 planches ici, mais il y a toute une série de parcelles. En fait, à part là, quasiment tout le reste est cultivé en culture maraîchère ou céréalière. Ça aussi. Et tout ça. Et tout ça. Bon, là, il y a la consoude. Mais là, c'est une zone de trucs. Et tout ça, c'est des espaces de stockage de matière. Ok, donc, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires Les années de plantation, c'est quand? Des années de plantation. Donc, en fait, le système a été créé à mesure de nos possibilités d'y passer du temps et des matières. Donc, les premiers a été ouvrir ça et ça, parce que rappelez-vous, il y a une prairie, donc du coup, on n'a pas travaillé le sol. Et on a détruit toute la prairie à mesure avec des occultations, soit avec de la matière organique, soit avec des plastiques. Donc cette année, on a fini d'ouvrir les parcelles. On a ouvert celle-là et le dernier, celle-là. Tout est ouvert déjà. Donc, ça a été une progression depuis là vers là. Et après, au niveau des arbres, tout ça, ça a été fait, je dirais, entre les premiers. Donc, il y a juste les cerisiers qui ont été plantés il y a 5 ans. Et le reste, les premiers, il y a 4, 3 et 2 ans. Ça a été vraiment tous les années moins. Comme ça. Ouais. Ouais, grosso modo. L'hiver dernier, cette année par exemple, on va finir de planter parce qu'un des risques aussi de cette histoire, c'est mettre trop d'arbres. Donc ça, c'est peut-être un risque que nous, une erreur qu'on a fait. Surtout quand on fait ses propres arbres. Je pense que quand on les achète, on est plus limité, mais lorsqu'on les fait et qu'on en a plein la pépinière, on se dit allez, on va bien lui trouver une place à celui-ci. Surtout ici que d'autres objectifs, d'autres besoins à couvrir de cet espace, au-delà d'un besoin d'autosuffisance alimentaire, un besoin commercial, il y a un côté aussi de créer un espace pédagogique, un espace d'expérimentation et un espace de réserve génétique, si tu veux. Donc parfois, je plante des arbres simplement pour avoir la variété. Pour un mode conservatoire. Donc surtout au niveau des pommes, ça m'a... Et j'ai plein d'amis qui ont des variétés super intéressantes et des trucs bizarres et on est en train de s'échanger des greffons et voilà, t'es faut l'arbre. Même s'il y a des arbres que j'ai mis 2 variétés par arbre pour essayer de multiplier cette capacité, il manque encore.
Donc je vais faire 5 ou 6 pommiers de plus et je m'arrête vraiment. Et ils sont pas tous là, hein. Il y a encore d'autres pommiers plus loin dans la parcelle là, qu'on n'a pas mis sur le schéma, plus les arbres qu'il y a sur cette parcelle et dans la milpa. On les verra après. Une des choses aussi qu'on a utilisé pas mal, c'est greffer dans la friche, greffer des arbres sur des porte-greffes sauvages. Quand tu as l'idée de cette vocation de conservation, ça te va. Ça va t'entretenir la variété vivante, même si à niveau de production, ne sera pas le top, parce que les conditions de l'environnement font que l'arbre est en concurrence avec plein d'autres trucs. Mais pour la génétique, ça va. Donc voilà, il y a cette tas de besoins à couvrir dans l'espace qui font que voilà, qu'on a mis plus d'arbres de ce qu'on avait besoin si purement était simplement autosuffisance commerciale. Tu disais donc que tu as fait les 10 planches avec une machine? Non, les 10 planches en fait une partie on les a fait pas mal à la brouette, du coup on avait la matière organique qui était déposée là. Comme vous voyez cette ligne, c'est une zone de stockage. Donc la livraison était là, et de là à la brouette on dispatchait, on créait à mesure. Tout ça a été créé sans occultation plastique, donc, du coup tout le temps on mulch des herbages de 25 cm, beaucoup de matière, et à la fin quand on avait marre de la brouette on s'est dit bon, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça autrement? On a récupéré une petite remorque à l'époque, et du coup Marguerite se prenait avec la remorque et la voiture, rentrait là, l'écartement de les roues rentrait dans l'écartement de la planche, on passait dans les trous, et moi j'étais derrière à vider la remorque, et comme ça on crée la planche. C'est l'unique outil qu'on a utilisé pour... Et là on se disait trop cool, même sans avoir de tracteur, on réussit à... Ça a été une remorque et ça permettait de gagner du temps quoi. Parce que oui, il y avait les filles dedans dans la voiture aussi. Orgasme idéologique. Un élément plein de fonctions. Donc voilà. Donc, un peu les choix. Ouais, je disais la parcelle la moins fertile. Les arbres, en principe, sont des arbres rustiques, des porte-greffes vigoureux. Donc j'ai mis dans des parcelles qui n'avaient pas nécessairement beaucoup d'utilité à niveau légumes. J'ai mis plutôt des arbres. Et là, il y a des gros trous. Un gros trou là, un gros trou là. C'est une parcelle que vous voyez en prairie non fauchée maintenant. En fait, c'est des parcelles qu'on a laissées pour création de biomasse, pour faucher quand on a besoin, si on a besoin. Il y a un engrais vert pérenne qu'on essaye d'établir, mélange de céréales avec légumineuses et tout ça, pour avoir toujours, en cas de manque d'espace à faucher, pour pouvoir amener ailleurs des paillages. Ça, on en parlera pendant les rotations, les systèmes de rotation. En tout cas, les trucs que je voulais vous montrer ici, c'est que c'est très important, c'est à ça qui sert le design ou la conception. De dire, bon, on s'assoit, on crée un scénario sur un papier, où on peut faire tous nos calculs, tous nos délires, toutes nos réflexions avant de passer à la réalité, de se trouver à faire une commande d'arbres, de porte-greffes, etc., et avoir en tête plus ou moins ça. Parce que sinon, vous pouvez vous trouver, comme par exemple dans le cas de Fred, qu'il n'avait aucun souci à le dire, de faire un design spontané. J'ai un arbre, ça m'arrive un arbre, je le mets là, et il m'arrive l'autre, je le mets là. Le système va évoluer et sera productif, mais la gestion sera beaucoup plus compliquée que si vous avez planifié à l'avance. Pour ça, faire un peu de publicité, même s'il y a beaucoup de choses que je ne suis pas d'accord avec lui, il y a un collègue de profession qui s'appelle Stéphane Solkowiak, c'est un peu québécois. Il a créé une vidéo où il explique la conception de son verger. Et il a travaillé beaucoup sur la planification de la récolte. Du coup, vraiment, il a créé un système très bien calé par mois de maturité des fruits. Et les rangs sont faits en fonction de ce calendrier de récolte. Parce que ça, c'est une autre chose. Ici, dans ces arbres-là, j'ai des maturités différentes. Et parfois, peut être très chiant. Bon, j'ai là 8 arbres, c'est gérable. Mais si vous avez 50, et il y a les 2 premiers de ces rangs qui maturent à un moment, et après les 6 derniers de l'autre, et les 4, c'est un bordel pas possible. Donc c'est super important que vous savez quand est-ce qu'il va entrer en maturité, et essayer de réagrouper. Sinon, vous trouverez comme Fred. Allez voir bouger de l'ordre de 400 mètres dans la parcelle, aller chercher les arbres qui sont en maturité à ce moment-là.
Et 400 mètres au long de l'année et au long d'une vie de production, ça fait plein de kilomètres. Et si vous pouvez vous l'épargner, c'est important. Bon, non, donc un exemple de logique de création. Je vous dis, il y a plein de choses, par exemple, là j'ai mis un figuier. Là, ouais, là il y a un figuier. Là j'ai mis un figuier à côté de la serre. Quand je voyais les caractéristiques de figuier, à niveau système racinaire, c'est un traçant. Ça veut dire que le système de racines n'est pas pivotant, ça ne descend pas en profondeur, sinon que s'étale sur l'horizontale, et s'étale pas mal. Et je me suis dit, merde, est-ce que je les mets là? En même temps, il y a le soleil de l'après-midi qui parfois me crée brûle des trucs dans la serre. Parce qu'il y a une grosse surface de plastique exposée sud-ouest. Donc, plein soleil l'après-midi. Et je me suis dit, ça va bien avoir une sorte de barrière là. Est-ce que je peux le tailler de façon à avoir toujours un buisson? Donc, je regarde les caractéristiques des figuiers, et oui, la taille en buissonnante, c'est une taille de choix assez physiologique pour les figuiers. La pousse de l'année, en fait, normalement, ça produit sur la pousse de l'année. Ça veut dire que tu peux vraiment tailler très fort et de toute façon, tu auras des fruits sur certaines variétés. Il y a d'autres qui sont sur la pousse de l'année antérieure. Et quelle autre question je me suis dit? Bon, finalement, j'ai fait le choix de les mettre là. Avec le recul, je l'aurais pu mettre là, si cet olivier que quelqu'un m'a donné. Mais je ne voulais pas mettre l'olivier là parce que l'olivier est encore plus agressif, son système racinaire. Et ça va peut-être aller me faire beaucoup de concurrence là. En plus, c'est une pérenne, ne perd pas les feuilles. Donc voilà, tu vois, toujours il y a ces trucs-là. Peut-être je vais me trouver en quelques années avec des problèmes que les racines de cette filière arrivent jusqu'à là. J'espère pas, parce que je vais le tailler, donc du coup, ce système racinaire restera plus petit tout le temps. Mais peut-être, c'est une grosse connerie, ce truc que j'ai. Peut-être. Après, il y a des gros arbres que personne n'a dit rien sur les noyers. Il y a 2 noyers dans les parcelles. Pour moi, celle-là, c'est une connerie. Que peut-être un jour, je vais prendre la tronçonneuse ou la scie et je vais mettre solution. Pourquoi vous pensez que c'est une connerie là? Il est au sud. Il y a l'ombre. Ouais. Il y a l'ombre portée, que ça va mettre des années, hein. Peut-être que je serai à la retraite. Mais en tout cas, il y aura une ombre portée sur ces parcelles-là un jour, quand ça devient un noyer adulte assez important. Et en plus, il y a un autre facteur dans les noyers. C'est pas grand-chose qui pousse autour. Voilà, ils ont les trucs de la juglone, cette substance qui lève par les racines et qui fait une sorte d'allélopathie pour la végétation des alentours. Donc oui, j'ai eu, une année après plantation, j'ai voulu l'arracher. Je me suis allé avec la pelle et tout ça. Et j'ai essayé, je n'ai pas arrivé. Et je l'ai interprété comme dire, bon, j'étais dans une chance de plus à être là quelques années. Mais un jour, on se verra une autre fois. Parce que oui, il est très mal placé. Là, par contre, celle-là, ça ne fait pas si souci. Il y a le chemin aussi au milieu. Là. Je voulais avoir quelques noyers dans la parcelle. J'ai d'autres très loin, là, dans zone 4. Et une par là. Et dans la milpa aussi. Et dans la milpa. Mais voilà, peut-être avec le recul, j'aurais pu le mettre plus loin encore. En fait, les noyers, c'est un arbre que d'habitude on met en zone 4, pas en zone 3. Ok. Et après, quoi d'autre je voulais vous parler? Il n'y a pas d'amandier. Il n'y a pas d'amandier, j'ai testé, mais ça ne pousse pas. Il est mort. Il est mort. Ok. C'est limite. C'est très très limite pour l'amandier. Abricotier aussi, c'est assez limite. Cette année, j'ai mangé un abricot. Parce qu'il y a eu les gels tardifs. Du coup, il y a pas mal de trucs qu'on brûle. Il y a certains, ouais, ça c'est le calendrier, on va en parler après. Il y a des arbres que vous êtes dans des biorégions qui sont limites pour l'arbre. Vous pouvez tenter de mettre quelques-unes pour voir qu'est-ce qui se passe. Ne mettez pas le paquet. Parce que c'est jouer la carte qu'une année sur 2, il y a un gel tardif qui va brûler toute la fleur. C'est dommage. Et les plaques lignées, les actinidia dont on met pas? Pareil, si un jour je mets, ça va pour autoconsommation.
2 arbres. Parce trucs que comme c'est ça. pratique, les plaques. Enfin, c'est des productions d'hiver, donc ça se chevauche pas sur l'été, c'est pratique. Hein. Mais ça rentre aussi avec une autre logique dans tout notre schéma global de vie. Nous, en hiver, en principe, on n'est pas là. Et ça me fait penser aussi à les traitements. Vous devez penser aussi quel sera le calendrier des soins qu'a besoin l'arbre. Parce que, par exemple, une autre connerie que j'ai fait, c'est que les pêchers, quand je les ai mis, bon, j'ai regardé plein de trucs, mais il y avait les traitements pour la cloque. Et les traitements pour la cloque, on doit le faire dans un moment très très ponctuel, qui s'appelle des pointes vertes. C'est quand les bourgeons juste commencent à ouvrir, mais les écailles sont encore collées. Et là, tu dois passer, il y a plusieurs choix, des trucs, bordelais les plus classiques ou des préparés avec des extraits végétaux. Mais en tout cas, nous, on n'est pas là quand ça arrive ça. D'habitude, dans nos logiques de fonctionnement familial jusqu'à maintenant, on est en Espagne à ce moment-là. Donc mes arbres ont la cloque, mais j'ai fait une sélection sur les arbres qui ont moins la cloque. Donc cette année, j'ai rien fait de traitement, et comme ça allait. Mais bon, c'est un truc à jouer aussi, ça. J'ai eu la chance d'avoir des variétés assez rustiques à la cloque. Il y a 2, 3 là. Celle-là est morte pour la cloque cette année. Et celle-là est pas bien. Sûrement, j'utilise comme porte-greffe et j'ai mis une variété résistante de celle-là d'ici, ou je le sors de là. Vous voyez? Donc il y a plein de facteurs à avoir en tête. Du coup, vraiment, créer un système, c'est complexe. Moi, les trucs que je vous recommande, si vous un jour vous voulez partir sur un truc commercial, c'est partir très petit, comme toujours. 2 rangs d'arbres. Jouez à créer vos arbres, parce que là, si on n'aurait pas créé nos arbres, on avait pour 3000 € d'arbres. Et quand tu plantes un arbre mal, et ça t'a coûté 20 et quelques euros, ça fait encore plus mal. Quand ça t'a coûté à rien, entre guillemets, on apprend. Mais comment tu as fait pour tes porte-greffes? Tu dis que tu as du M9. Le M9, tu fais comment pour le créer toi-même? Tu fais une bouture. C'est illégal, mais tu peux le bouturer. À partir de notre M9. Ça faudra pas le mettre sur YouTube. On en parlera tout ça. Donc, et l'espace entre les rangs d'arbres et les cultures? Ouais. Non, je veux dire, l'espace, c'est juste un passe-pied en fait? Ah, tu veux dire entre juste l'espace de culture et quand on commence. Donc en fait c'est évolutif et ça va évoluer avec la taille des arbres. Il y a aussi un côté simplement de lever dans les passages, les branches, pour essayer de rester le plus collé au tronc. Mais il y a un moment où tu vois que si tu continues à te rapprocher trop au tronc, ça ne pousse pas. Et donc voilà, il faut... Mais ça c'est évolutif, à mesure que l'arbre grandit, tu le vois. Aussi parce que l'ombre important est permanent au pied de l'arbre. Donc il y a très peu de choses qui vont pousser une fois l'arbre sera bien établi. Après, il faut voir aussi les systèmes de taille. De tous ces arbres que j'ai plantés, les uniques qui me donnent de boulot à niveau de taille, c'est le pêcher. Les autres, j'ai fait dans quelques-unes une taille de formation. Et maintenant, je les laisse en forme libre. On en parlera de tout ça. Donc du coup, il y a moins de boulot à taille. Parce que sinon, sur cette surface, avec tous ces arbres, il y aurait beaucoup de boulot à taille avec une taille un peu plus classique. Et la parcelle de 25 mètres, ne pas l'avoir divisée en deux et l'avoir conservée à 25 mètres, c'est justement parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de concurrence avec les arbres. Parce que si un jour je continue à faire des légumes Moi, les trucs que j'aimerais, c'est de faire de moins en moins de légumes et essayer de compléter plus avec des arbres. Mais celle par celle, à jour d'aujourd'hui, déjà, les rendements qu'on peut sortir au mètre carré, c'est très intéressant. La tenir en culture. Donc oui, j'hésitais. Hein. Il y a un moment où j'ai dit, pourquoi je ne mets pas un nanifiant là au milieu? J'ai sacrifié une des planches, même dans... Mais non. En fait, c'est intéressant les défis agronomiques, mais le boulot qu'il y a derrière, il y a un moment où ça perd de sens. Et ça, c'est un piège aussi où pas mal de gens que je connais ont tombé. Parce que planter, c'est super intéressant. Quand tu es en train de délirer là sur les champs du possible, tu as envie de mettre partout. Et de mettre de la vigne, pourquoi on ne fera pas une association là, sorte de joual, tu vois, tout un rang de figuiers avec des... Et tu les fais, tu l'établis et tout ça, mais après il faut l'entraîner, il faut faire le suivi.
Et moi, je ne suis pas de l'avis de bon, ce sera pour les oiseaux. Moi, non. Je n'ai pas envie nécessairement de créer seulement une quantité de boulot qui va me donner pour les oiseaux. Bon, je pense déjà les oiseaux ont sa partie de tout ça. Tout ça, il ne faut pas... Et du coup, vous n'avez pas beaucoup de vignes en fait. Non, très peu. Il y a Pourquoi? quelques pieds là et là. Pourquoi? Donc un peu parce que je voulais me tester la vigne. Je viens d'une région très viticole, et plutôt pour les vins. Et dans mon inconscience collective, la vigne était un boulot de malade. À niveau de traitement, à niveau de taille et tout ça. Donc de petit à petit, je me suis renseigné et j'ai vu, j'ai parlé avec des gens qui font des conduites différentes, qui font des conduites avec les arbres, tout ça. Et oui, ça commence à me plaire. Mais de toute façon, c'est la même histoire. C'est très... Au moins ici, nous on arrive. Je pense qu'on n'arrivera pas à sortir un produit commercial. Tu vois, de la vendre pour sortir. Et avec un seul pied de vigne, vraiment une vigne que tu pas, c'est pas un cep, une vigne, tu as déjà large pour toute la famille. Avec une. Là, les vignes qu'il y a là sur les chênes, dans les coins, ça donne des vignes depuis un mois, et on ne va pas finir. Il y a plein qui s'abîment et tout ça. Donc, quel est l'intérêt de les mettre un peu partout? Le jus. On pourrait faire la transfo, effectivement. Ouais, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on ne se sent pas le temps et l'énergie pour faire beaucoup plus de transfo que ce qu'on fait déjà, quoi. Donc c'est vrai que... Parce qu'à toutes ces transfos potentielles qu'on est en train de dire, il faut rajouter la transfo des produits de légumes. Ratatouille, tu vois, coulis de tomates. Je vois. Tu vois, parfaitement, parce que tu les as fait avec nous. Donc voilà, c'est mesurer tout ça. Moi, personnellement, j'aime pas la transfo. Le jour des transfos, bon, s'il y en a plusieurs et tout ça, allez, on les fait. Mais un peu fatigant. Et moi ça va, mais point trop d'infos. Je comprends. Donc voilà, par terre, rappelez-vous de Redim, rappelez-vous de la conception d'un design. On part du centre, on part des caractéristiques des gens, des besoins, qu'est-ce qu'on veut faire. Sans ça, il n'y a pas ça. Parce que si on cherche seulement l'intérêt de créer un outil agronomique spécialement performant, on pourrait le faire, mais alors on serait plutôt une école d'agronomie. On ne serait pas un projet familial, personnel, avec les capacités de temps, d'énergie à mettre en place qu'on a. C'est vu? Et est-ce qu'on a vu là, c'est sur la 3e ligne, le pommier qui est là, ouais. T'as fait 2 greffes sur le même pommier? Oui. Oui, c'est 2 variétés différentes. Ouais. C'est un 106 greffé en fourche à 2 pieds différents. Ouais. Et le greffage en fourche là, toi tu avais prévu de faire ça ou c'est à un moment donné tu t'es dit en fait il va falloir que je le coupe donc Non, a été une greffe en plus. Que j'avais un greffon qui m'intéressait beaucoup et j'avais pas de porte-greffe pour le faire. Et du coup je me suis dit celle-là, je veux sacrifier une des deux. En fait c'est une sous-greffe qu'il y a. Et je vais greffer dessus. Ça, on ira le voir et on en parlera cet après-midi. On peut voir. Et je me suis dit, après, à niveau pédagogique aussi, il y aura son intérêt. Donc, voilà, toute cette histoire. Après, tout ça, pour moi, a été mon apprentissage vraiment des arbres. J'avais géré des arbres, mais j'avais jamais planté, greffé, tout ça. Donc là, j'ai eu un champ d'expérimentation et maintenant, je me trouve assez à l'aise avec la technique de la greffe, comme pour l'expliquer demain. Faire un petit atelier de greffe pour vous. En tout cas, c'est assez passionnant quand tu vois la facilité avec les peu de matos pour faire des arbres ou la capacité de production. Quand on est habitué aux légumes, c'est des annuels, les rapports travail-récompense est très éphémère, si tu veux. Tu peux, chaque année, c'est la même histoire, non? Tu mets des patates, avec un arbre, tu ne sais jamais la potentiel de production qu'il y a dans la graine. Je mets 25 kg de patates et j'ai plus ou moins une idée de combien de rendement. Quand j'ai un noyau de pêche dans la main, j'ai une idée du potentiel qu'il y a là. Et c'est ce côté fascinant de mettre des arbres, de pérenniser des cultures.
Et c'est pour ça que c'est un des points, le point de lance de tous les systèmes de permaculture, c'est aller vers ça. Aller vers une préférence des cultures qui sont pérennes sur les cultures annuelles. Et ça demande aussi un changement hallucinant des habitudes alimentaires. Parce que nous, on est très habitués à manger des annuels. Mais on pourrait tranquillement se nourrir beaucoup plus, surtout de ça, des noix. Et avoir des trucs, des châtaignes, la culture. Tu vois, après, c'est changer plein de trucs. Après, il y a des légumes perpétuels aussi. Il y a des semi-perpétuels qu'on peut essayer de... Mais voilà, la ligne de permaculture, c'est toujours dans ce truc d'essayer de créer des trucs qui vont être de façon permanente dans le système. Et plus qu'on a, il y a peu de choses permanentes. Là, vous devez, s'il arrive rien de bizarre, ces arbres qu'on a plantés là, les pommiers, peut-être on a un potentiel de production qui dépasse les siècles. Les noix, encore la même chose. Après, il faut créer un système social qui est capable de pérenniser, quand nous on ne sera pas là, que quelqu'un viendra avec une tronçonneuse pour faire une prairie pour donner à manger aux vaches. Ça, c'est lié aussi à tous ces systèmes. On crée des systèmes agricoles qui ont une capacité de production qui nous dépasse en temps de vie. Donc là, c'est un autre débat aussi de qu'est-ce qu'on fait, quelle société sera là, qui prendra le témoin. Julia. Voilà. Donc, vu pour ça, pas de questions? Juste, tu disais les porte-greffes là en fait. Donc tu as du nanifiant sur les premiers ici. Après tout le reste c'est du franc ou du noyau. Sauf celle-là qui continue à être ça c'est un 106, donc du coup c'est un semi-nanifiant. Et les autres c'est des arbres qui n'ont pas une taille énorme. Des pêchers, celle-là est morte, j'ai mis un abricotier. Et là c'est pareil, un 106. Et à partir de là commencent les arbres un peu de grande taille. Celle-là c'est plus grand avec celle-là. Tout ça c'est du franc. Ouais. Tout ça c'est des francs. Même oui, du coup, même les pommiers, tu les as semés en pépinière Non, celles-là sont semées sur place. sur place. On Ça, c'est verra un tout petit délire qu'on verra cet après-midi. Et l'orientation aussi, du coup, Tout nord-sud. T'es plus ou moins dans l'axe plutôt nord-sud. Sud là, nord et là. Donc ils sont plus ou moins tous bien alignés. Pour l'anecdote, on a fait, quand on a acheté, il y a des amis qui sont venus nous donner un coup de main et il y a entre eux une fille qui est capable, qui a la sensibilité pour faire les trucs de ligne Harman. Ah oui. Vous savez tous qu'est-ce que c'est? Ouais. La biogéologie. Donc il nous a fait le quadrillage. Donc du coup on a planté en bas à ce quadrillage aussi. C'est pas par rapport au soleil, à l'ombrage, à la bonne portée? Non. Ou, On a resté sur... à la quantité du terrain. Vous êtes resté On a resté sur le quadrillage. Le quadrillage c'est dans l'axe nord-sud, est-ouest. Du coup, à la fin, on avait toute la parcelle pleine de piquets de ficelles agricoles qui nous faisaient le quadrillage. C'est si simple que planter au milieu de leur rectangle, du terrain. En fait. Ça y est, c'est la même chose. Après, on parlait un peu comment on a préparé les trous de plantation, comment était la plantation, les aspects à avoir en tête. Que ça change beaucoup aussi si ton porte-relève c'est un nanifiant ou un franc. Mais tout ça, on aura le temps de parler cet après-midi. C'est vu? 12:30. Donc voilà, c'est bon. Bon timing. On va préparer les trucs, on va manger un peu plus tôt que les autres séances avec l'idée de démarrer aussi un peu plus tôt. Et voilà. Cet après-midi, il y a un gros paquet. Ouais. On mange ici, non? D'ailleurs, tout est super trompé. Oui. Donc on va monter la table d'en bas et avec la table ici. Très bien. Allez. Et les figues aussi, tu les as semées ou t'as fait comment? C'est bouture. Les boutures Ouais. T'as planté, t'as mis direct.